Bonjour, moi c'est Toine Van Zeebroek pour le groupe 26 et avec mes collègues nous allons vous présenter le projet Ecam Money Bank. Dans cette vidéo, nous allons d'abord faire un bref rappel du projet, ensuite nous allons parler des codes avec Sam pour la partie carte, Arnaud pour la partie banque, Simon pour la partie forain et Oussama pour la partie récupération des données. Après, Fatih va parler de la maquette. Et enfin, je vais revenir sur les problèmes rencontrés, les pistes d'amélioration et la conclusion. Le projet banque consiste à créer un système de paiement lors du gala du 20 mai, qui permet d'effectuer une transaction monétaire entre la banque et l'attraction par le biais des visiteurs, tout en récupérant l'info du nombre de participants par attraction à la fin du gala. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sam Vanham, mon matricule est le 195041 et je vais aujourd'hui vous présenter ma partie du projet du groupe banque et cette partie consistera à expliquer un code Arduino qui sert à préparer les cartes en vue de leur utilisation au gala. Je vais pour ça vous présenter 3 codes. Voici donc le premier code Arduino et la première étape de ce code est simplement d'inclure les bibliothèques Arduino nécessaires. Il faut ensuite définir chaque pin utilisé par le lecteur RFID. Dans la partie Void Setup, nous définissons les différentes fonctions qui sont nécessaires à ce que le RFID soit toujours prêt à lire une carte. Dans la partie Void Loop, on demande au RFID de lire une carte. Si cette carte correspond au type de carte que l'on a demandé au RFID de lire, il va alors réécrire sur une des lignes de la carte une information. Par exemple, remplacer un 0 par un 130. Cela équivaut à ajouter 130 € virtuels sur la carte. Un message de confirmation est alors envoyé à l'ordinateur pour être sûr que la transaction se soit faite sans problème. Si la carte n'est en revanche pas reconnue, un message d'erreur est envoyé à l'ordinateur et un délai d'1 seconde se lance avant de pouvoir relire une nouvelle carte. Passons à présent au deuxième code. Les bibliothèques Arduino utilisées sont les mêmes et le Void Setup ne change pas, car les fonctions nécessaires sont toujours les mêmes. La différence entre ce deuxième et le premier code se trouve donc dans la partie Void Loop. On ne va effectivement plus demander au RFID de reconnaître un certain type de carte, mais lui permettre de lire toutes les cartes et d'en modifier les informations comme fait précédemment. La valeur qu'on a alors ajoutée sur la carte est le solde de base de cette carte. Le troisième et dernier code est celui qui a reçu le plus de modifications. Là encore, les bibliothèques Arduino utilisées sont les mêmes et le Void Setup est similaire. Le rôle du RFID sera ici aussi de lire les informations d'une carte et de les modifier. Les informations ajoutées seront cependant bien différentes des dernières fois. On va ici modifier chaque ligne disponible sur la carte. La ligne du bloc 4 est réservée à la banque. On y inscrit une valeur qui est ici de 15 à la place d'un 0. Cette valeur est le solde de départ. Lorsque l'on va scanner cette carte sur un RFID appartenant à la banque, un solde de 15 € sera donc ajouté sur cette carte en prévision du gala. Les autres blocs sont utilisés pour chaque groupe participant au gala. Je vais donc ici vous expliquer le rôle de chacun de ces blocs en prenant l'exemple du bloc 5 appartenant au groupe 1. La valeur qu'on y a modifiée est qu'on a remplacé un 0 par un 5. Quand le RFID du groupe 1 scannera la carte, il sera dirigé vers la partie du code qui lui correspond, autrement dit la partie du bloc 5. Le RFID va alors détecter la valeur de 5 qui remplace un 0 et savoir qu'il va devoir retirer 5 € sur le solde total de la carte qui se trouve sur le bloc 4 réservé à la banque. Il y a donc une partie de code réservée pour chaque groupe en fonction du prix de leur attraction. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Arnaud et aujourd'hui je vais vous parler du code qui consiste à ajouter de l'argent. Et oui, c'est bien le code banque. La première étape du code consiste à écrire et inclure les bibliothèques et les pins utilisés par l'RFID. Dans la partie Void Setup, nous retrouvons les fonctions du code permettant au RFID de toujours être prêt à lire une nouvelle carte. Dans la partie Void Loop, on demande au RFID de ne lire qu'un certain type de carte. Si cette condition est respectée, alors un montant décidé sera ajouté sur la carte.
Ici, nous ajoutons une valeur de 10 au bloc 4, colonne 0, là où le groupe banque et moi avons décidé de stocker l'argent. Si la condition n'est pas respectée, alors un message erreur sera envoyé et une nouvelle carte sera lue une seconde plus tard. Dans le deuxième code, les bibliothèques restent les mêmes, mais les informations telles qu'une carte reconnue sont effacées, car il serait difficile d'écrire plus de 300 cartes dans le système. Pour la partie Void Setup, rien ne change. Pour la partie Void Loop, le code ne change pas. Elle lit et identifie encore les cartes lues par le RFID. Mais contrairement au premier code, elle ne demande pas un certain type de carte. Le code change également au niveau de la valeur ajoutée, elle passe d'un moins à un plus. Pour le délai, nous passons de 1 seconde à 10 secondes pour éviter d'ajouter 2 voire 3 fois le montant par erreur. Pour le code final, nous retrouvons encore une fois les bibliothèques. Mais cette fois-ci, il y a une constante en plus, la constante buffer. Elle permet de donner accès au moniteur série. Pour la partie Void Setup, encore une fois, rien ne change. Pour la partie Void Loop, nous retrouvons deux parties de code. La première partie du code consiste à lire la carte et à l'identifier. Si celle-ci est lue et identifiée, alors elle nous affiche le bloc 4, secteur 0, là où le montant est situé. La deuxième partie du code consiste à avoir accès au moniteur série et d'y envoyer une information telle que ajouter un montant désiré. Par exemple, si le client nous donne 10 €, nous ajouterons 10 € dans le moniteur série et cela ajoutera donc 10 € sur sa carte. Le délai ne change pas et reste à 10 secondes. Si celui-ci n'est pas accompli, alors un message d'erreur sera envoyé. En conclusion, nous avons commencé avec l'un des codes que M. Marchand nous avait envoyé, crédit débit. Celui-ci posait quelques problèmes tels que la fameuse condition de l'identité, c'est-à-dire une carte reconnue par le code. Cela aurait été super s'il n'y avait qu'une dizaine de cartes à contrôler. On aurait donc stocké l'identité de chaque carte dans le code, mais malheureusement stocker plus de 300 cartes n'était pas possible. Et donc au niveau de la sécurité, nous avons fait autrement, expliqué par Sam. Pour éviter que le RFID lise plusieurs fois la même carte et ajoute donc plusieurs fois le même montant, nous avons changé le délai. En faisant cela, nous sommes arrivés au deuxième code. Avec celui-ci, nous sommes arrivés au gros problème. Comme nous l'avons vu dans l'enregistrement du code, 1 et 2 ont noté une constante 10, ce qui signifie que l'on devait changer le code et le relancer si le client demandait un ajout de 15 et pas de 10. Cette procédure serait donc beaucoup plus longue. Afin de résoudre ce problème, nous avons décidé d'utiliser un code donnant accès au moniteur série, ce qui permet d'introduire une valeur au bloc et au secteur voulu juste en l'introduisant dans la barre du moniteur et sans changer le code. Ecam Money Bank, tiens, je veux trop faire plein d'attractions, donc tiens, encore plus d'argent. Ah, c'est pour recharger votre carte? Ouais, Ah, ok. Vous voulez combien? 40 balles. 40 balles, c'est parti. C'est assez? Ça, c'est ça, c'est. Ok. C'est ma première paye. Je suis trop fière. Ok. Et voilà, s'il vous plaît. Vous avez encore 54 € sur votre carte. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, ici Simon. Dans cette partie, je vais vous parler du code à destination des groupes. Tout d'abord, nous sommes partis de l'exemple fourni par M. Marchand, crédit débit. Après suppression des variables et des données non indispensables pour pouvoir accepter tout type de carte et la détermination du bloc 4 comme banque, nous nous sommes attaqués à la partie transaction, c'est-à-dire le retrait d'une certaine valeur. Premier problème, la transaction s'effectuait même si le solde était à 0, et continuait donc dans les négatifs. Solution, ajout d'une condition if le prix de l'attraction est plus petit ou égal au solde restant, alors la transaction est possible. Nous avions donc ici l'essentiel du code au bon fonctionnement des transactions, mais celle-ci fonctionnait pour un seul groupe et un seul prix fixe. C'est pourquoi nous avons créé deux variables, int code et int prix. Code correspond au bloc de la carte en fonction du groupe et prix au prix choisi par le groupe pour leur attraction. Tout ça est très réjouissant, mais aucune donnée sur la performance des groupes était récoltée. Ce que nous appelons la partie trace de passage a donc fait son apparition. Celle-ci nous permet d'ajouter une unité à chaque transaction réussie et la stocke sur le deuxième byte du bloc correspondant au groupe. Ainsi, nous stockons le nombre de passages du visiteur à une attraction sur la carte. Une seule chose nous restait à l'améliorer, la sécurité. En effet, il est assez simple pour les groupes de modifier le prix de son attraction et donc de fausser les résultats. Par conséquent, nous avons décidé de supprimer la variable prix et de l'inclure directement dans les cartes, comme très bien expliqué par Sam
lors de leur configuration. De plus, pour empêcher l'utilisation de cartes non reconnues, il sera demandé d'entrer un code unique, sous forme de variable, dévoilé juste avant le gala, afin d'accepter uniquement les cartes fournies par la banque et donc d'éviter la fraude éventuelle. Petit résumé du fonctionnement de notre système. Voici une carte NFC RFID. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Composé de 16 secteurs comptabilisant 63 blocs dont 45 modifiables, chaque bloc correspond à un groupe dont le premier byte équivaut au prix de l'attraction et le deuxième au nombre de passages. Ici, en bleu, le bloc de la banque, et en jaune, celui du groupe 2. Imaginons une personne présente dans la carte qui suit, à la lettre, les instructions de notre code. Appelons-le Jean. Lors de la transaction entre la carte et l'Arduino, Jean se dirige vers le bloc du groupe 2, note le prix de l'attraction. Il se rend ensuite à la banque et regarde s'il peut soustraire ce prix au solde du compte. Si oui, il effectue la soustraction, retourne au groupe 2 et ajoute une unité pour noter la participation à l'attraction. Si tout s'est bien déroulé, Jean envoie le rapport de confirmation de paiement par le moniteur série et active un PIN préalablement choisi par le groupe pour démarrer l'attraction. Enfin, dernière étape, l'utilisation du code étant assez complexe à comprendre si délivré au groupe tel quel, nous avons transformé celui-ci en librairie Arduino. C'est en modifiant le code en fichier C++ et en fichier .h, par l'ajout notamment d'une fonction classe, que nous avons réussi à réaliser cette librairie qui permet de faciliter grandement l'utilisation du code grâce aux mots-clés, aux explications et à l'exemple fourni pour simplifier l'implémentation de leur code et sa méthode de confirmation. Sans oublier une interface par le biais du moniteur série, intuitive, avec confirmation de paiement et rapport d'erreurs éventuelles. Ouh, attraction magie, vas-y ça me parle, je veux le faire. Vous êtes sûr? De ouf mec, Allez-y, après scannez. le Corona c'est bien. Voilà, c'est bon, vous pouvez retirer votre carte. Ok. Regardez là-bas, regardez là-bas. Oh, vous avez gagné un morceau de PQ, allez. Au revoir. Merci. Bonjour, moi c'est Oussama, et avec moi nous allons parler du code de récupération des données, appelé aussi en anglais Data Software. Dans l'élaboration de notre banque, nous nous sommes demandé comment récupérer les données des attractions après le gala. D'abord, nous avions pensé à un système de Wi-Fi. Problème, trop coûteux et aussi peu fiable, car il faudrait connecter 45 attractions avec un débit rapide et permanent. Nous avions aussi pensé à un système par câble. C'est un système fiable, mais trop coûteux et encombrant. Il y a aussi un stockage sous forme de disque dur au NAS, trop coûteux aussi. Après quelques réunions et beaucoup de recherches, nous avons trouvé la solution. Utiliser les cartes RFID comme stockage. Très pratique car pas besoin de connecter les attractions en permanence pendant tout le gala. Seulement un seul inconvénient, les cartes doivent être rendues par le visiteur. Mais ce n'est pas un souci, car il suffit simplement de poster un membre du groupe à la sortie du gala avec une caisse, où les gens pourront déposer leurs cartes. Maintenant, le but est de trouver un code affichant les données d'une carte. Nous sommes simplement partis du code memdump, exemple fourni par le site Adafruit. Ce code nécessite un PC, un RFID et des cartes RFID. Suite aux raisons de confinement, c'est un collègue du groupe qui a filmé le code que je vais commenter maintenant. Donc voilà ce fameux code. Grâce à ce code, nous avons accès à tous les blocs et données d'une carte que nous pouvons voir ici et qui s'affiche. Un détail à savoir, c'est ce 9600 bauds que je vais expliquer à l'instant. Petit détail à dire concernant les données obtenues sur la carte. Ces données peuvent être combien d'argent lui reste-t-il ou encore quelle attraction la carte a pu passer. Ainsi, nous avons beaucoup d'infos grâce à ce code, mais nous avons un obstacle. Il est impossible de retirer et d'additionner les données stockées de l'ordinateur. Nous devons donc contourner Arduino. En se concertant, la première idée du groupe était d'utiliser Python. Aucun problème pour la récupération de données, mais stockage compliqué, interface non intuitive, pour nous, non.
nous avons finalement trouvé un meilleur moyen, Excel. Excel permet un bon stockage, un transfert rapide et une bonne visualisation de données. À noter aussi, tout à l'heure dans le code, nous avons mis 9600 bauds, et c'est simplement parce que Excel fonctionne avec 9600 bauds. Voyons donc comment faire. Avant tout, pour transférer nos données Arduino vers Excel, il faut toujours laisser connecter le RFID au PC. Donc, quand nous sommes dans Excel, il faut activer une option Excel qui s'appelle Data Streamer. Et l'option s'affiche ici. Ensuite, en connectant le RFID au PC et en faisant commencer la diffusion de données, on obtient ceci, un tableau des valeurs données par l'Arduino. Ici, nous l'avons fait avec 3 groupes, simplement. Après ce transfert, grâce à Excel, on peut mettre nos données sous forme graphique. Par exemple, ici, on peut avoir accès au nombre de personnes passées dans les attractions, ou encore l'argent récolté par groupe. De plus, dans Excel, on peut utiliser des formules de max, de min, de moyenne, qui permettent d'avoir par exemple des scores comme un top des attractions les plus attractives, etc. etc. Bonjour, moi c'est Aslan Fati du groupe 26 qui est à la banque. Et voici une représentation 3D sur AutoCAD de Ekam Money Bank. Voilà. Nous avons ici un schéma qui explique très bien l'emplacement de la banque. Et donc elle se situera à l'entrée de la salle polyvalente, juste à gauche. Donc les faces 1 et 2 ici représentent et correspondent à la face 1 qui est là et la face 2 qui est ici. Donc les clients entreront le jour du gala par là, comme ça, et à la fin du gala ils sortiront par là. Concernant les matériaux utilisés, nous avons ici 3 panneaux en carton solide que l'Ekam nous fournit, et merci beaucoup pour les professeurs qui nous ont fourni ces 3 panneaux. Et donc à l'extérieur nous avons 2 écrans LED dont l'un va permettre la confirmation du transfert d'argent via un message visuel comme reçu 5 e-coins, et l'autre écran LED va ça va permettre d'avoir une information supplémentaire sur le solde restant sur la carte. À l'intérieur nous avons un PC portable qui va permettre d'encoder le transfert d'argent, une imprimante entre guillemets pour à la fin du gala imprimer les résultats et les distribuer au chef de chaque groupe. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonjour, c'est Van Zeebroek pour les problèmes rencontrés. Le plus gros problème que nous avons rencontré est l'annulation du gala, car c'est pour nous l'aboutissement de tout notre travail. Nous avons également eu du mal à récolter les réponses des forains à notre Google Form. Nous avons donc dû leur envoyer plusieurs messages de rappel. Au niveau du confinement, nous n'avons globalement pas été trop impactés par celui-ci. Il nous a cependant empêché de construire la partie physique de la banque. Il nous a également empêché de se partager le matériel Arduino entre membres du groupe. Et enfin, nous n'avons pas reçu les écrans et les buzzers commandés en Chine, nécessaires à la fabrication des bornes de recharge de crédit et des bornes de consultation du solde. Les pistes d'amélioration. Le système actuel est limité à 45 groupes car il n'y a que 45 secteurs par carte RFID.
Nous pourrions donc réfléchir à un système adaptable à un plus grand nombre de groupes pour le futur. Nous pourrions également faire une vidéo pour montrer au groupe comment procéder pour utiliser notre code. Il serait également intéressant de voir si cela est possible d'utiliser le lecteur banc-contact de Bernadette. En conclusion, nous avons créé un système de paiement opérationnel qui répond aux contraintes de comprendre des cartes prépayées, avoir la possibilité d'ajouter de l'argent sur la carte et de réinitialiser la carte, et le fait de pouvoir compter combien de visiteurs a eu chaque attraction et d'en récupérer les données. Nous n'avons globalement pas été trop freinés par le confinement. Nous pourrions néanmoins améliorer notre projet en augmentant le nombre de groupes pouvant bénéficier de notre système, montrant comment installer la bibliothèque et explorer la piste de paiement banc-contact.